C'est le moins qu'on puisse dire, la tourmente est importante et le ciel chargé sur le pouvoir exécutif actuellement avec les démissions hier programmées du ministre de l'Intérieur et tout cela à quelques mois des élections européennes qui vont être un combat assez rude. Et c'est avec Laurent Hénart, le maire de Nancy, qui est aussi le coprésident du mouvement radical que nous sommes ce matin. Laurent Hénart, bonjour. Bonjour. Merci. Le départ de Collomb, c'est un nouveau coup dur pour le président de la République? Oui, c'est clair. Après la démission de Nicolas Hulot, après le changement de titulaire du portefeuille des sports, ça fait beaucoup. En même temps, je suis maire de Nancy. Je comprends que quand on a été maire de grande ville, et Lyon est quand même... Vous avez été maire et ministre, vous? Non, moi j'ai été ministre sans être maire. Ministre sans être maire. J'étais ministre... Oui, mais vous connaissez les deux fonctions, je veux dire. Oui. Le plus exaltant? Maire, clairement. D'accord. C'est pour ça que je comprends le cri du cœur de Gérard. D'accord, mais sauf que... alors vous l'appelez Gérard, vous le connaissez bien. Est-ce qu'il peut tenir dans ses fonctions régaliennes jusqu'aux européennes qui auront lieu en mai prochain? Il en a la capacité personnelle. Enfin, oui, mais enfin, l'autorité peut-être en prend un petit coup, non? Quand vous dites, vous avez la tête ailleurs, puisqu'il pense à Lyon maintenant. Je doute qu'il ait cessé de penser à Lyon depuis son entrée au gouvernement. Oui, certes, mais ça fait mauvais effet. Il y a une perception qui fait mauvais effet, c'est effectivement de donner des dates de fin au gouvernement jusqu'au moment où le président met fin à vos fonctions ou jusqu'au moment où un scrutin l'arrête. Je pense en revanche qu'il fera les choses à 200%. Moi, j'ai travaillé avec lui. Comme ministre de l'Intérieur. J'ai travaillé avec lui sur les questions de sécurité, avec des projets concrets à Nancy, l'extension du commissariat, etc. J'ai trouvé un ministre à 100% dans sa mission. Oui, donc pour vous, il n'y a pas de sujet là. Il peut très bien je pense qu'il n'y a pas de sujet durer, comme on dit en Afrique, jusqu'au mois de sur mai la capacité de Gérard Collomb à faire le travail. Je pense qu'en revanche, ça affaiblit un peu plus, évidemment, l'exécutif. Alors l'exécutif, justement, on voit les sondages. Ils ont quand même une valeur à l'instant T. Et ces sondages montrent une dégringolade de la confiance en Emmanuel Macron. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à des ressorts psychologiques, à des erreurs d'attitude ou à une absence de résultats? Alors, je pense qu'il y a l'impatience sur les résultats. Là, on retrouve ce qu'on a connu avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, le président est chargé symboliquement d'un pouvoir quasi total. Les gens attendent que ça change vite. Et là, les résultats ne sont pas là. C'est quoi les préoccupations des Français? Aujourd'hui, moi, ce qu'on me dit dans ma ville, c'est clairement emploi, pouvoir d'achat. Tout ce qui est transition écologique, environnement monte. Et c'est clair que la démission de Nicolas Hulot a un effet de cristallisation d'une certaine manière. Et l'idée de dire, oui, il faut vraiment se bouger, c'est maintenant. Et puis, il y a clairement aussi, il faut le dire, une angoisse sur le modèle social. Comme on sait qu'il faut le réformer, comme on sait qu'il faut le questionner, les gens se demandent qu'est-ce qu'il va être demain, ce modèle social. Oui, c'est ça, on parle de santé, on parle de retraite, on vient de présenter des actions pauvreté, enfin, le gouvernement vient de le faire. Quand on met tout ça ensemble, c'est clairement le modèle social qui doit se transformer. Et l'attitude du président de la République, elle est... Quand il dit par exemple à un horticulteur qui est au chômage, qui est très jeune, et il lui dit il faut traverser la rue, il faut aller à Montparnasse, vous allez trouver à Paris, vous allez trouver du boulot dans un bar, dans la restauration. C'est apprécié ça? Non, je pense que c'est maladroit, il faut l'admettre. C'est très maladroit. Il y a le fond et la forme, hein. Il y a le fond. D'abord, c'est pas si simple que ça de changer de métier. Quand vous êtes horticulteur et que vous allez travailler dans l'hôtellerie-restauration, c'est quand même pas la même chose. Il faut au moins se former, on va dire. Et puis deuxièmement, il y a la forme surtout. Je pense que ce que les Français attendent de leurs élus, et même le président de la République au sommet de la pyramide, si je puis dire, c'est de l'écoute. Et c'est une forme de retenue pour prendre en compte les difficultés, les angoisses, les inquiétudes. Vous êtes coprésident du mouvement radical, vous êtes déçu par le pouvoir exécutif? Non, déçu non, parce que moi je ne suis pas dans la majorité présidentielle dans le pacte initial. On va en parler. Pour moi, il y a des choses qu'on a soutenues et qui vont dans le bon sens. Les choix européens du président de la République, la volonté de libérer l'économie, l'attention aux TPE, PME, l'allègement des charges sur le travail, la loi sur le terrorisme pour sortir de l'état d'urgence. Il y a des choix qui ont été clairs et qu'on a soutenus. Pour nous, il y a deux sujets sur lesquels on reste sur notre faim. C'est la justice sociale. Et on voit bien que derrière le choix de la CSG plutôt que de la TVA et des économies budgétaires pour financer la baisse de charges. On a derrière une baisse de consommation, parce que baisse de pouvoir d'achat, baisse de croissance, donc il fallait faire le choix des économies budgétaires plutôt que... Je pense qu'il fallait aller un peu plus loin dans les économies budgétaires. Une fiscalité qui est pénalisante, notamment pour
pour les retraités? De l'État. De l'État, j'entends. Oui, de l'État. On sort d'une séquence, notamment de 2014 à 2017, où l'État n'a quasiment pas fait d'efforts budgétaires. Il a baissé les dotations des collectivités. On le voit avec le plan santé, il a taillé dans les disponibilités budgétaires pour l'hôpital et la santé, et la Sécu en général, mais lui n'a pas fait d'efforts. Il faut que l'État fasse des efforts sur lui-même. Sur lui-même. Ça, c'était un premier point. Deuxième point? Le deuxième point, c'est les territoires. Moi, je crois que s'il y a un sujet sur lequel... il y a vraiment une rupture entre le pouvoir exécutif et les territoires? C'est pas une rupture, on a l'impression que c'est deux mondes parallèles. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que d'un côté, l'État lance des programmes qui font forcément appel aux collectivités locales. On pourrait parler de la pauvreté, on peut aussi parler de la santé, si vous le souhaitez. Et de l'autre côté, on a des collectivités dont finalement le gouvernement n'arrive pas à prendre en compte les particularités. Voilà. Les communes, c'est pas la même chose que les départements, c'est pas la même chose que les régions, et au sein de ces collectivités, il y a des différences. En fait, ce qui manque, c'est une politique vigoureuse d'aménagement du territoire. Et elle est illisible, cette politique? Moi, je ne pense pas qu'elle est lisible. Je pense que pour l'instant, elle n'existe pas parce qu'en fait, on a des politiques en tuyau d'orgue, vous voyez. Un jour, on ouvre la modernisation de l'économie, l'entrepreneuriat. Un jour, on ouvre la SNCF, les transports ferroviaires. Un jour, on ouvre la pauvreté, l'urgence sociale. Un jour, on ouvre la santé. Or, ce que les collectivités attendent, c'est une politique globale. Ce n'est pas une succession de sollicitations ou de contrats. C'est un contrat d'ensemble avec l'État. Ça, c'est le job du Premier ministre de faire ça. Vous le voyez cet après-midi, je crois. Oui, il vient à la conférence des villes. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce Premier ministre? En tout cas, moi, en tant que maire de Nancy, j'ai envie de lui dire deux choses. Un, justement, l'attente d'un contrat global. Alors, est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est un ministre fort qui se voit confier clairement une mission forte d'aménagement du territoire? Monsieur Mézard? Ça peut être Jacques Mézard, ça peut être le ministre de l'Intérieur, ça peut être aussi le ministre de l'Écologie, des Transports. Il faut un ministère avec lequel il y a des outils qui aident. Il fait le job, le Premier ministre? Il est assez présent? Alors moi, je trouve qu'il est présent, je trouve qu'il est pédagogue, et je trouve qu'il arrive à faire ce qui est difficile, c'est laisser chaque ministre en responsabilité, mais veiller à ce que quand même la partition soit jouée collectivement. D'accord. Alors vous êtes coprésident du mouvement radical, il faut le dire à nos auditeurs. Le mouvement radical, c'est un mouvement qui a réuni il n'y a pas très longtemps les radicaux de gauche et les radicaux de droite. Gauche et les radicaux, ce qu'on appelait les radicaux valoisiens. Tout le monde n'est pas venu, hein. Les radicaux de gauche n'ont pas tous épousé cela, et chez vous, il y a peut-être eu aussi des réfractaires. Vous vous situez où? Vous avez dit que dans le contrat de départ du président de la République, vous n'étiez pas dans sa majorité. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections législatives, et nous, on avait des candidats investis par En Marche en face de nos candidats radicaux. Ce qui n'est pas normal parce qu'il y avait des options qui étaient différentes du programme législatif d'En Marche. Aujourd'hui, vous êtes où? Aujourd'hui, nous, vous êtes dans la majorité présidentielle? Non, aujourd'hui, la position choisie par le mouvement radical, c'est une position d'indépendance. Aujourd'hui, le pacte majoritaire, il ne nous a pas été ouvert, et d'ailleurs, ça peut se comprendre, il a été scellé au moment des législatives. On a refusé d'être dans une opposition systématique parce que ce n'est pas le tempérament des radicaux. Ça, c'est les Républicains, donc? Les Républicains, les socialistes aussi, d'ailleurs. Nous, si on a fusionné des radicaux qui étaient alliés avec la gauche et des radicaux qui étaient alliés avec la droite, c'est parce qu'on pense que ce clivage a vécu. Vous êtes combien? On est un peu plus de 10 000. J'espère qu'on va grandir, notamment avec les élections locales, parce que les radicaux, ce sont les agents des territoires. D'accord. Il y a des européennes, quand même, qui vont approcher, qui approchent. On sent qu'il y a une tension, il y a un sommet européen qui s'ouvre à Salzbourg ce soir. Ces élections européennes, vous les envisagez comment? Est-ce que vous allez vous fondre dans une autre liste, En Marche, peut-être Agir, qui sont des anciens centristes et des anciens républicains, qui peuvent d'ailleurs avoir la double appartenance et qui ont construit un mouvement entre les républicains et Macron? Où est-ce que vous allez vous situer? Ou est-ce que vous allez faire une liste autonome? Aujourd'hui, au niveau du débat avec les militants, toutes les options sont sur la table. L'engagement qu'on a pris, c'est de dire seul ou accompagné, on y sera. Vous serez à ce rendez-vous? On sera à ce rendez-vous des Européennes pour deux raisons. La première, c'est que les radicaux, ce sont des Européens. Alors même si on pense qu'il faut changer profondément l'Europe, mais on pense que le repli de chaque État sur lui-même, c'est pas la solution. Alors il faut que l'Europe investisse de nouveaux champs, l'innovation, créer des champions industriels et économiques à l'échelle mondiale, la politique migratoire, pour faire vite des concurrents de GAFA, quoi. Oui. Et deuxièmement, on pense aussi qu'il faut situer le débat au niveau européen. C'est quoi l'enjeu des européennes? C'est donner une majorité au Parlement européen et à la Commission pour agir. Et d'ailleurs, les populismes, ils sont à l'œuvre partout, pas qu'en France. On va en parler. Et de ce point de vue-là, il faut que chacun soit clair. Nous, on est clair. On a adhéré à la LDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Le mouvement de M. Guy Verhofstadt. Voilà, où se trouve par exemple le modem de François Bayrou, d'ailleurs. Pour nous, c'est aujourd'hui ce parti-là qui doit être majoritaire au Parlement. On pense d'ailleurs qu'il peut être le premier parti du Parlement. M. Verhofstadt a tendu la main
au président de la République, et le président de la République lui a refusé. Et je trouve que en tout cas, la réponse d'En Marche n'a pas été très claire. Voilà un premier sujet de clarification pour nous. Est-ce qu'on pense pouvoir faire cavalier seul dans un seul pays, ou est-ce qu'on est clairement sur la construction d'une majorité libérale et sociale pour l'Europe? Nous sommes sociolibéraux, les radicaux, et nous voulons un engagement européen clair. Vous pourriez vous associer au Modem, par exemple, pour partir aux européennes? Pourquoi pas, des écologistes indépendants Agir aussi. Il faut voir quel est le contenu du projet européen. Vous avez vu que j'ai vu que le nouveau président d'Agir a clairement dit que pour lui, Franck Riester, oui, pour lui, le fédéralisme européen n'était peut-être pas un sujet qu'il partageait. Nous sommes des fédéralistes européens. Nous avons invité d'ailleurs beaucoup d'écologistes aussi, Cap 21, Génération Écologie, l'UDE, à notre université d'été de Montpellier. Deuxième condition qui me paraît nécessaire pour la réussite des choses, c'est qu'on évite de faire un débat majorité-opposition, un débat pour ou contre le gouvernement. Ce qui veut dire que tout le monde doit faire des efforts, y compris le gouvernement qui doit accepter de la diversité et de la pluralité. Vous pourriez vous fondre avec une liste En Marche centrale? Aujourd'hui, je l'ai dit, les conditions ne sont pas réunies. On n'y voit pas clair sur les alliances européennes. Vous allez parler de ça ce week-end lors de votre congrès? Il y a deux enjeux au congrès, aux universités d'été de Montpellier. Le premier enjeu, c'est effectivement la stratégie européenne, les priorités pour l'Europe. Là, on y voit assez clair et ça va aller facilement. Et puis, deuxièmement, on est aussi sur la préparation des municipales. On met en place des fédérations en ce moment. Et l'objectif pour nous, c'est que les radicaux préparent dès maintenant les élections municipales. Il y a beaucoup de maires de grandes villes? Oui, il n'y a pas que Nancy. Il y a Valenciennes, il y a Tours, il y a Bourges, il y a Niort, il y a Montélimar. Et surtout beaucoup de petites villes et de villes moyennes. Je pense par exemple en Lorraine, là où je suis, à Bar-le-Duc, qui est quand même la préfecture de la Meuse, je pense à Saint-Dié, je pense à Saint-Avold. Candidat à votre réélection? Ça, je réserve l'annonce. Et aux européennes, Ah non, moi je suis maire de Nancy à 100%. D'accord. Est-ce que vous redoutez qu'aux européennes, vous parlez de tous ces mouvements que vous qualifiez de populistes en Europe, est-ce que vous redoutez qu'il y ait, sinon une majorité populiste, une majorité souverainiste au Parlement européen? Oui, je pense même que c'est possible. Je pense que c'est possible et je pense que c'est l'enjeu principal des élections européennes. Je pense que depuis Pour vous, c'est de faire barrage à ces gens-là? Oui, depuis 1979, depuis que le Parlement est élu au suffrage direct, avec l'élection de Simone Veil d'ailleurs à la présidence de cette Assemblée, je crois qu'on n'a jamais eu un scrutin où la montée des populistes et des souverainistes, de ceux qui contestent l'Europe comme idée même, est aussi forte. Et ça serait le visage de l'Europe qui changerait alors? Et je crois surtout que pour la France et tous les pays de l'Europe, ce serait un drame. Parce que l'Europe, c'est quand même ce qui nous permet dans la mondialisation de résister. L'Europe, c'est une civilisation commune à toutes les nations qui la composent. Et défendre cette civilisation, ça passe par faire avancer l'Europe. D'accord. Et cette civilisation, elle est commune aux pays de Visegrad, qu'on appelle les pays d'Europe centrale et les vieux pays latins comme nous? Oui, bien sûr. Moi, Nancy est jumelée avec Lublin en Pologne. Très honnêtement, qui est la ville, vous savez, dans laquelle il y avait le camp de Majdanek. Très honnêtement, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui nous rapprochent des Polonais, on pourrait dire ça des Tchèques. Vous savez, c'est pas parce qu'une majorité de circonstances, à un moment donné, se constitue, que pour autant, les peuples ne sont plus amis. Et je le dis aussi, bien sûr, pour l'Italie récemment. Très bien. On continue, on est avec Laurent Hénard, le maire de Nancy et coprésident du mouvement radical. Et c'est Jérémy Pontieux qui va venir poser vos questions, chers internautes. Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Hénard. Première question, au bord de la faillite, le CHU de Nancy se bat pour sa survie. Pas gentil nous dit, plus il y a de personnes soignées gratuitement, plus l'hôpital a de pertes. Est-ce que vous pensez que le problème vient du système en sa totalité? Alors, moi je partage le diagnostic effectivement du président de la République quand il dit que l'hôpital public est au bord de l'implosion. On le voit dans les CHU. Alors Nancy, paradoxalement, est à contre-courant, puisque en 4 ans, on a divisé le déficit par 2, qu'aujourd'hui le fonctionnement de l'hôpital est équilibré. Quand on vous êtes évidemment au conseil d'administration. Je suis le président du conseil de surveillance en tant que maire de Nancy. Et si on a un déficit, donc si on s'endette, c'est pour investir quand même, il faut le dire. Mais on voit bien que tous les CHU connaissent des difficultés régulières et récurrentes. Je pense que le système est à revoir complètement. Le plan santé présenté hier va dans le bon sens ? Le plan santé va dans le bon sens en matière d'hôpital, oui je crois, d'essayer de trouver une bonne combinaison entre le maillage des petits hôpitaux et les gros hôpitaux. Je pense aussi que le président a annoncé des investissements et qu'ils sont indispensables. La médecine, elle change très vite. Le numérique appliqué aux soins, la télémédecine. 3,5 milliards, c'est ça? Oui, il faut derrière que ça s'engage vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Le besoin est urgent.
Vous avez relayé notamment à Nancy. D'accord. Vous avez relayé et félicité sur Twitter la journée sans voiture organisée par Bruxelles. Je sais que vous en avez organisé aussi une récemment à Nancy. Est-ce que vous soutenez la journée sans voiture, celle qui a été organisée à Paris, et en quoi cela a-t-il un réel impact pour vous? Oui, c'est pas parce que c'est Anne Hidalgo qui fait la journée sans voiture qu'elle devient mauvaise. Moi, je pense que la journée sans voiture, c'est une bonne manifestation. C'est pas un peu gadget? Non, c'est pas un peu gadget. Je vais vous dire pourquoi. Moi, à Nancy, j'ai eu des citoyens qui concrètement, ont vu ce que sera demain un centre-ville où le plateau piéton sera plus grand, où on aura un meilleur équilibre entre la marche, le vélo, les transports en commun et la voiture. On n'a pas banni la voiture de toute la ville, on a même laissé accessible la quasi-totalité des parkings autour du centre-ville. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'une ville plus apaisée, une ville où on peut se balader, c'est une ville plus vivante. On a derrière ça la question de la vitalité de nos centres-villes. Et les commerçants sont d'accord? Et les retours des commerçants sont plutôt positif. Je leur adresse d'ailleurs un questionnaire. Mais je tiens à dire que l'association des commerçants a été partenaire de la ville. En fait, à Nancy, on n'a pas fait une journée sans, on a fait une journée avec. C'était une journée avec journée du patrimoine, c'était une journée avec animation commerciale. D'accord. Christine voudrait savoir ce qui est prévu ou ce que vous pensez possible pour les chômeurs de plus de 50 ans sans diplôme et sans expérience. Tel, dur. Alors moi, plus de 50 ans, sans diplôme, sans expérience. C'est ça. Ça fait beaucoup. Je pense que c'est on retrouve le sujet des emplois aidés, voilà, sur lequel, moi en tant que maire, j'avais dit au gouvernement que la coupe envisagée était trop grande et trop forte. Oui, mais vous réclamez par ailleurs des économies budgétaires. Oui, mais on peut les faire sur d'autres choses que sur les emplois aidés, premièrement. Deuxièmement, on peut aussi revoir, ce qui d'ailleurs a été l'option finale du gouvernement, le taux de participation de l'État pour avoir des collectivités locales qui, finançant un peu plus, sont plus exigeantes. Mais pour répondre à la question, moi je pense qu'il faut imaginer un contrat senior, c'est ce qu'on a bâti à Nancy, avec des contrats aidés et des formules d'ateliers chantiers d'insertion. On prend la personne 2 ans sur un emploi aidé, en sachant que derrière, on peut l'intégrer dans les effectifs. L'idée, c'est de... Effectifs municipaux. Oui. L'idée, c'est de prendre des personnes sur des métiers dans lesquels la formation de départ, la formation d'entrée en poste est légère. C'est quoi? C'est quel métier, par exemple? Par exemple, on a bloqué des postes dans les musées pour la sécurité et l'accueil du public. Par exemple, on a mis des postes de ce type dans l'entretien et le gardiennage de nos parcs et jardins. L'idée, c'est qu'on puisse rentrer facilement. En fait, dire à quelqu'un de 55 ans, par exemple, qui se voit à quelques années d'une retraite possible et souhaitée parfois, même si souvent ils ont envie de bosser quand même, il ne faut pas caricaturer, leur dire il faut repartir sur les bancs de l'école, c'est difficile. Donc en fait, il n'y a pas d'autre solution pour des seniors, comme on dit, que l'alternance. Il y en a combien, Nancy? On en a une trentaine. Sur un effectif d'agents de près de 1200 agents. Il y a 1200 agents publics. Oui, mais on a aussi des apprentis, on a aussi une quarantaine d'apprentis. D'accord. Et on a aussi des jeunes qui sont en formule d'insertion. En tout, à la ville de Nancy, on a à peu près une centaine de personnes qui sont sur des emplois, contrats d'apprentissage, qualification, formation ou insertion. D'accord. D'ici 2020, 1300 policiers sont attendus en renfort sur 60 sites minés par les trafics et la violence. Et Bernard, lui, se désole. Il dit pourquoi faire? On ne leur donne aucun moyen. Est-ce que pour vous, c'est une bonne mesure? Est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été annoncées sont bonnes? Alors, il a raison sur un point, c'est qu'il faut bien sûr que les effectifs soient équipés. Ça va de soi, donc il y a une dimension investissement. Moi, ce que je vois, c'est que sur Nancy, puisque j'évoquais le travail fait avec Gérard Collomb, on a travaillé avec les préfets, puisque ça a été 2 préfets successifs qui ont travaillé avec la ville. De notre côté, on a augmenté les effectifs de près de 20% dans la police municipale. Elle est maintenant équipée d'armes à feu. Il y a des patrouilles mixtes avec la police nationale. On a obtenu, dans la discussion avec le ministère de l'Intérieur, des effectifs de police nationale supplémentaires en face. Et là, on travaille sur une extension du commissariat central. Mais ça veut dire que les effectifs ne suffisent pas, qu'il faut effectivement des locaux, qu'il faut de la vidéosurveillance, en partenariat avec les collectivités locales, qu'il faut du matériel. On est en train de la développer avec la métropole du Grand Nancy, un seul centre de surveillance urbain. Aujourd'hui, chaque commune fait un peu ce qu'elle veut dans son coin, avec des PC sécurité, comme on dit, qui sont tous saturés. Donc c'est vrai que la politique d'investissement dans le numérique, dans le matériel, dans l'armement, dans l'intelligence au service de la sécurité est indispensable. Dernière question. Dernière question, c'est Patriote sur Figaro.fr qui se demande si vous faites des économies budgétaires à Nancy, si oui, comment? Alors, on a fait des économies budgétaires puisqu'on a connu la baisse des dotations d'État comme tout le monde. C'est-à-dire que la mairie de Nancy, elle a perdu 10% de ses recettes de fonctionnement. Et je n'ai pas augmenté les impôts, je n'ai pas augmenté la dette et j'investis 10% de plus. Donc comment vous avez fait alors? On a fait un programme d'économie de 40 mesures. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un coup de rabot général. Vous touchez dans certains secteurs. On a visité chaque politique publique. Je vais prendre peut-être 2 exemples rapidement. 2 exemples. On a fusionné par exemple des groupes scolaires qui étaient en sous-effectif, avec en plus des problèmes de mixité sociale. Souvent, une école recevait que des enfants
en difficulté d'un quartier d'habitat social. Donc on a fait des groupes scolaires plus grands, on a amené derrière de l'investissement. La contrepartie de la fusion des écoles, c'était des écoles entièrement rénovées. Deuxième exemple, on a développé le site de la ville, on est passé de 10 services en ligne à 100 services en ligne. Le site de la ville. Le site internet de la ville. On allait très loin dans la e-administration, comme on dit, et en contrepartie, la moitié des mairies de quartier ont été fermées. Elles avaient en moyenne 3 à 5 usagers qui les visitaient chaque jour. Et j'immobilisais dans chaque mairie 3 agents. Donc on a fait en fait, on a passé toutes les politiques publiques de la ville. Sans problèmes sociaux, sans... Il y a eu évidemment, vous imaginez bien, des mécontentements, des pétitions, on a dû expliquer encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Nancéens voient le bienfait de tout ça. D'accord. Ça a été une modernisation de l'action publique, c'est une feuille d'impôt et donc un pouvoir d'achat préservé, et c'est de l'investissement pour l'avenir. C'est une ville endettée ? Encore ? On est en dessous de 1 000 euros par habitant. On est passé, depuis que je suis maire, sous la barre des 1 000 euros par habitant dans la dette communale. Il est content, Laurent Hénard. Il a répondu à nos questions. Merci, d'avoir répondu à nos questions. Et bon congrès du mouvement radical ce week-end à Montpellier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Jérémy Pontieux, d'avoir été l'interprète de nos auditeurs, téléspectateurs, internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.